Et nous allons donner la parole à M. Franklin Nyamsi, qu'on appelle communément en Afrique Docteur Preuve. Docteur Preuve. Docteur de Preuve. Nous avons Franklin Nyamsi, aux ovations. Le docteur Franklin Nyamsi, je vous en prie. Camarades, délégués de notre mouvement, Génération et Peuple Solidaire au Royaume-Uni, cher Wassa Coulibaly, chère sœur bien-aimée, grand peuple de Côte d'Ivoire ici rassemblé à travers toutes ces grandes familles politiques, à commencer par le Parti de l'indépendance ivoirienne, le PDCI-RDA, représenté par une grande famille politique aussi, celle par laquelle le président Laurent Gbagbo, de retour en Côte d'Ivoire, a repris son bâton du pèlerin, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Nous avons ici, représentant nos camarades du mouvement des jeunes générations, de notre mère et aînée bien-aimée, Madame Simone Gbagbo, des dignes femmes et fils de la Côte d'Ivoire debout, toujours debout, et déterminée à s'occuper d'elle-même et à ne pas attendre que le miracle vienne du ciel, comme autrefois tombait la manne. Au moment de prendre la parole ici, camarades, je voudrais remercier toutes les petites et les grandes mains de la délégation Génération et Peuple Solidaire du Royaume-Uni, représentant le leader de notre mouvement, son Excellence le président Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, président de Génération et Peuple Solidaire. Je voudrais remercier toutes les mains qui ont rendu possible cet événement. Et camarade Wassa Coulibaly, la présence de la diversité ivoirienne dans cette salle est la preuve de la profondeur de ton cœur. Les Ivoiriens savent que tu aimes les gens. Et c'est pour cela que par-delà les différences de sensibilité politique, à ton appel, chaque fois que je suis venu dans cette place de Londres, ils répondent toujours comme un seul homme. Nos hommes de Dieu et femmes de Dieu ont parlé. Et ils ont indiqué qu'à l'instant même où nous parlons, le souffle que nous utilisons pour proférer des mots dans ce micro nous est octroyé provisoirement par le maître de tous les êtres. Celui qu'on appelle tantôt Kolotiolo, Nyamien, Lago, celui que mes ancêtres camerounais appellent Nyambe, Nzambe, Zamba, celui que les juifs appellent Yahvé, Jéhovah, les musulmans Allah. Il est à chaque instant la seule garantie pour chacune et chacun d'entre nous. Car au bout du compte, on devra quand même mourir. Mais comme le disait mon homonyme Franklin Bukaka du Congo, toutes les morts n'ont pas la même signification. Je ne voudrais manquer de considération et d'estime à personne de celles et ceux qui sont rassemblés ici. Et bien que ma mémoire ne soit pas parfaite de toutes les familles ici présentes, que chacune et chacun des êtres humains, c'est-à-dire divins, présents dans cette salle, se sentent co-responsables de la réussite de ce moment extraordinaire qui a commencé. Et je me joins à vous pour remercier celui auquel nous devons tout, d'avoir rendu possible l'instant que nous vivons. La camarade Wassa Coulibaly m'avait demandé, en tant que chargé de la commission formation et livre de notre mouvement, de venir délivrer une conférence introductive, une ouverture de débat sur la vision de Génération et Peuple Solidaire pour le salut de la Côte d'Ivoire en 2025. J'habite à 70-80% de l'année en France, en Normandie, à Rouen. Et pour venir de France
à cet endroit-ci, il suffit de prendre un passeport, d'aller soit à la gare du Nord, soit à la gare de Lille, et de prendre un Eurostar qui traverse la Manche et qui nous amène ici. Je n'imaginais pas que ce voyage, lui aussi, serait une épreuve. Une épreuve à mettre au comptant des épreuves que subit le grand peuple africain de Côte d'Ivoire. Le peuple de mes beaux, celui qui m'a offert 4 enfants, de 24, 22, 12 et 5 ans. Le peuple dont je suis devenu un fils adoptif et dont j'ai épousé le combat en épousant la fille. Oui, je ne savais pas qu'un simple déplacement entre Rouen et Londres devait s'inscrire dans l'histoire de la souffrance dans laquelle le peuple de Côte d'Ivoire se trouve jusqu'aujourd'hui. Et cela depuis 35 ans, du fait d'un seul individu qui a décidé de prendre en otage le destin d'une nation la plus hospitalière d'Afrique, la nation ivoirienne. Et de transformer sa gentillesse en une foutaise. De cracher dans la main du peuple le plus accueillant de la terre africaine actuelle. Le peuple synthèse d'Afrique. Mes compatriotes de mon pays natal, le Cameroun, osent se prénommer le continent. Alors qu'ils sont un continent en termes d'intégration africaine. La Côte d'Ivoire est le plus grand pays d'intégration africaine. Ça s'applaudit, hein? Et par conséquent, le pays qui intègre le plus les Africains doit être le pays que les Africains respectent le plus. Car dialectiquement, si je te donne le meilleur de moi-même, tu dois me donner le meilleur de toi-même. Je voudrais, avant d'entrer dans le thème qui nous rassemble, Madame la déléguée générale et chers camarades ici rassemblés, vous raconter l'histoire de mon périple. Pourquoi vous voyez que cette histoire est là? Reproduction de l'histoire du périple de la Côte d'Ivoire depuis 35 ans. Je compte bien, depuis l'apparition en 1989, comme un cheveu dans la soupe dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire d'un homme, Alassane Dramane Ouattara. Un homme dont les scientifiques s'accordent à dire qu'il serait né 3 fois dans la même vie. C'est le journal Afrique Éducation, basé à Paris, qui a mené l'enquête. Ce n'est pas Niamsi, ou Cameroun, ou Africa, ou Côte d'Ivoire. Afrique Éducation a identifié 3 dates de naissance pour le même individu. Une à Ouagadougou, une à Banfora, et puis une autre à Dembokro, où mes beaux, les Baoulés se sont pressés de l'appeler Aosimbe. C'est-à-dire celui derrière qui, quand tu vas, tu n'as rien. Je vais parler, comme on dit aujourd'hui, parce que j'ai échappé au dragon. Je sors du ventre du dragon, moi qui suis devant vous là. Les dents du dragon ont laissé des traces actuellement dans mon dos. Je prends donc le train à Rouen. Je descends à la gare du Nord. Je descends à la gare Saint-Lazare. Je prends un taxi qui m'amène gare du Nord. Je m'installe gare du Nord. Comme on a le droit de boire quand même une petite bière, nous qui ne sommes pas musulmans, je m'assois dans un petit gloglo pour taper un petit 25 centilitres de bière en attendant mon train. Et comme je sais que les autorités françaises ont pris l'habitude depuis 3 ans de me fouiller comme si, je ne sais pas, ils étaient à la recherche de l'or du Pérou, j'arrive toujours 3 heures en avance sur l'heure de sortie de France. Comme ça, ils ont le temps de faire toutes leurs enquêtes, leurs questions. Je suis habitué à eux. Donc, j'arrive 1h30 avant le départ du train qui devait partir à 21h11 à la gare du Nord. J'ai mon passeport français. J'ai mon billet que la délégation a réservé pour moi. Tout est en règle, sauf que l'officier français de police prend mon passeport et se retire pendant 40 minutes. Je dis, comme dirait le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça commence là. On arrive à 20h40. Le train doit partir à 21h11. À 20h40,
L'officier de police français me remet mon passeport en disant « Allez-y ». Je lui dis « Mais on ne va pas y aller comme ça. Allons-y doucement, dites-moi pourquoi, pendant 40 minutes, vous avez ce passeport. » Et nous nous expliquons un peu. Vous devez savoir qu'à la gare du Nord, vous finissez le contrôle à la frontière française, paf, vous passez, il y a tout de suite le contrôle à la frontière anglaise. Donc pendant que je faisais cette discussion pour savoir pourquoi ils ont gardé inutilement mon passeport, les officiers de police de la frontière anglaise voyaient. Donc quand j'arrive à leur niveau, ils me disent « Mais qu'est-ce qui se passe avec vous, entre vous et les officiers de police français ?» Je dis « Mais ça fait 3 ans qu'ils me tracassent pour toutes sortes de choses. J'ai même porté des plaintes, on ne veut même pas ouvrir l'affaire au tribunal. Je ne sais pas ce qu'ils ont écrit dans leurs ordinateurs à mon sujet, etc. Ok, nous devons mener une enquête sur les raisons pour lesquelles vous avez fait 40 minutes d'examen au poste français. Et selon la loi anglaise, immédiatement, je suis mis en état d'arrestation. Oui. Et c'est là que je vois la différence entre le fonctionnement administratif de la France et le fonctionnement administratif britannique. Et je voudrais saluer et remercier les autorités britanniques. Parce que c'est grâce à elles que je suis arrivé ici, après la bénédiction du Tout-Puissant. Quand on vous prend votre passeport, côté français, on ne vous donne aucun papier qui prouve qu'on vous a pris votre passeport. Vous êtes là, sans passeport, on est parti avec. Et ça pourrait être une affaire de chacun, parole contre parole. Non, on n'a pas pris votre passeport, prouvez qu'on a pris votre passeport. Mais quand j'arrive de l'autre côté, ils prennent mon passeport, ils me remettent immédiatement un papier qui me met en garde à vue en marquant l'heure à laquelle ils ont pris le passeport. Et le motif pour lequel ils ont pris le passeport. Il s'agit d'examiner en profondeur les informations pour savoir si je mérite d'entrer au Royaume-Uni et si je ne suis pas dangereux pour la sécurité du Royaume-Uni. Je vais rester là-bas pendant 40 minutes. Le train part à 21h11. C'était hier. Ils viennent à 21h45 et ils me disent, Monsieur Niamsi, on a demandé au Foreign Office de regarder votre fiche. Il y a des choses qui sont dites par la partie française à votre sujet. On leur a demandé des faits. Parce que nous, les Anglais, when we charge somebody, we give facts. We prove that he has committed some fault against the law. So we ask them, what has he really done? You say it's a dangerous person. You say maybe he's somebody who can destabilize all a continent. Give us the facts. Where has he beaten somebody? Where has he killed somebody? Where has he stolen some money? Where has he put some trouble in the public space? Give us the proof. Ils me disent donc à 22 heures pratiquement, après leur enquête, que la partie française ne leur a donné aucun fait. Voilà pourquoi ils me disent, si vous tenez à venir absolument en Angleterre, essayez de venir quand même demain à 6 heures. Parce que nous lançons une enquête de 6 heures de temps sur vous. Et demain à 6 heures, on saura si vous méritez d'entrer en Angleterre ou pas. Je leur dis, je reviendrai à 6 heures. Après ma garde à vue, je sors de la gare Saint-Lazare, de la gare du Nord, je loue un hôtel. Je passe la nuit à côté de la gare du Nord et à 6 heures, je reviens. En sachant bien que je reviens pour repartir en garde à vue. Le contrôle français passe. Parce qu'ils m'ont déjà suffisamment contrôlé maintenant. J'arrive au contrôle anglais, on me remet en garde à vue. On me fait installer et on me dit au bout de 40 minutes, mais juste à temps avant le train de 7h12, on me dit, l'enquête de 6 heures a établi que vous faites l'objet d'accusations sans des faits associés à ces accusations. La partie française interrogée ne nous a pas donné un fait. Vous n'avez pas battu quelqu'un, vous n'avez pas frappé quelqu'un, on ne vous a pas attrapé avec une arme, vous n'avez rien fait à personne. Mais vous êtes présenté comme un individu dangereux, très dangereux, ennemi de l'Occident. Un individu à surveiller de très près et qui serait le compagnon du plus grand terroriste de toute l'Afrique de l'Ouest. Un certain monsieur Guillaume Sou. J'ai dit, hein? Mais écoutez, est-ce que vous me permettez d'entrer au Royaume-Uni malgré ces accusations infondées? Ils disent, notre loi
ne nous donne aucun motif pour vous empêcher d'entrer au Royaume-Uni, because there is no fact against you. L'officier m'a pris, m'a amené dans le train. Il m'a installé dans le train. Et il m'a dit, where you are going there, some of our colleagues should or could ask you more questions. Please give them answers and explain them what is the problem. Donc quand j'arrive à la gare de Londres-Pancras, il y a 7 policiers qui viennent me chercher. Dès que je mets le pied comme ça, on est là, le voilà. Je dis, hey! Je pense à mon président Guillaume Soro. Je dis, hey Guillaume Soro, président, ce que tu as dit là est vrai. Quand poulet a mal à la tête, on dit c'est nous. J'arrive à Londres, ça fait 5 ans que je n'étais pas venu ici, Wassa. 7 policiers pour moi tout seul. Il m'identifie et il me pose alors à ce moment une question dont je vous témoigne du contenu. What kind of problem do you have with a president of West Africa called Alassane Ouattara? I have no personal problem with him. I am just a writer. I write some books like this one. Et là, je sors mes livres. La terrible razzia de Ouattara et le leadership résistant de Guillaume Soro. And just before, in 2019, I've written Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire, déception de l'ère Ouattara et nouvelle génération. So, that man is very angry against me just because I criticize his dictatorship in Côte d'Ivoire. And that I criticize all French elites who are involved in that dictatorship everywhere in Africa. Et alors, à ce moment, l'officier de police me dit, est-ce que vous savez que le monsieur a rédigé un livre sur vous? Et qu'il demande qu'on vous arrête pour vous envoyer de force en Côte d'Ivoire. J'ai dit, on m'avait dit ça, mais je ne savais pas. Monsieur Ouattara a dit que vous êtes l'individu qui peut détruire un pays entier. Que votre présence dans un espace est à elle seule l'équivalent d'une menace de bombe. Monsieur Ouattara dit que vous et votre leader Guillaume Soro, vous êtes les plus grands détenteurs d'armes que l'Afrique de l'Ouest ait jamais connus. Et que vos caches n'ont pas toutes encore été repérées. Monsieur Ouattara dit que c'est vous qui avez installé, avec votre leader Guillaume Soro, le colonel Goïta à la tête du Mali. C'est vous qui avez installé le capitaine Traoré à la tête du Burkina Faso. C'est vous qui êtes derrière le coup d'État qui a fait tomber Bazoum. Nous avons lu le rapport et nous avons estimé que it is too much for one person. Ouais, dis donc, c'est moi, we are looking at you. You are taller, but you just write books and you make some conferences. No gun, no violence, nothing. You are an advisor to Guillaume Soro since 2012. You were not even in Côte d'Ivoire when there was events of war in 2002. You were in France. You are a French civil servant teacher for 21 years now. And on Monday you have a class of philosophy. How can they give a class of philosophy to somebody who is dangerous? And for 21 years. Mr. Nyamsi, we just give you an advice. Never go in one of those countries where Mr. Ouattara has good relations. Because we cannot guarantee that we'll get out from there being alive. Welcome in England. In England, we forbid violence. We forbid any violation of our law. But freedom of speech is free. Freedom of thought is free. Freedom of dissent is free. So we permit you to enter in England and to have a good weekend. Je tenais à vous rapporter ce récit en raccourci. La différence entre le néocolonialisme français qui a déteint sur les républiques bananières d'Afrique francophone et la tradition du respect du rule of law dont les Britanniques
qui sont pourtant une ancienne puissance coloniale, se sont fait les champions. J'ai vu la différence de traitement en une soirée. Donc j'ai fait 3 gardes à vue. Et je dis les 2 dernières gardes à vue, je les ai faites exprès parce que j'avais affaire à une administration qui m'expliquait ce dont on m'accuse. Depuis 4 ans que je suis persécuté en France, les autorités françaises ne m'ont jamais dit ce dont elles m'accusent. On m'a arraché des passeports, on m'a fermé des comptes bancaires, on a voulu me chasser de mon travail, on ne m'a jamais dit exactement ce que j'ai fait. Les Britanniques, d'hier à aujourd'hui, ont ouvert tout le dossier sur la table et m'ont tout dit. Et je tiens à vous demander, vous qui vivez en Angleterre, d'adresser des remerciements aux autorités britanniques pour le professionnalisme dont elles ont fait preuve dans le traitement de mon cas. C'est par leur volonté de marquer leur différence que je suis ici devant vous. Le président Guillaume Soro, que j'ai alerté très tôt, était vraiment stupéfait et choqué de ce qui m'arrivait. Et se demandait comment M. Ouattara peut avoir l'ambition d'arrêter un citoyen français en Angleterre et de l'amener en Côte d'Ivoire sans qu'il n'y ait en fait une modification de son état psychologique, lui, Alassane Ouattara. Est-ce que quelqu'un de normal peut imaginer un tel schéma? Tu vas arrêter un citoyen français en Grande-Bretagne pour l'amener en Côte d'Ivoire. Mais dans quel état est-il quand il pense ça? Se demandait notre leader. Je tenais à vous apporter ce témoignage pour vous dire que la manière dont il veut nous traiter depuis plusieurs années, il a tenté par 10 fois de kidnapper le président Guillaume Soro. Moi, j'en suis pratiquement à la 7e tentative. Il lui arrive de vouloir qu'on fasse faire des escales techniques à mes avions. Quand je suis en train d'aller au Mali, à la dernière minute, on veut modifier l'itinéraire. Parce qu'il faut que j'atterrisse au Bénin ou au Ghana, où il a des acolytes qui vont me ramasser pour lui donner. Bon, un monsieur qui passe son temps à kidnapper ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, est-ce qu'on peut sincèrement considérer que sa décrispation est sérieuse? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Moi, je suis un conseiller du président Guillaume Soro. Je n'ai pas confiance en M. Alassane Ouattara. Je ne peux pas lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'en venant ici, rencontrer nos camarades de la délégation, j'ai voulu vous apporter ce témoignage pour que vous voyez que c'est cette incertitude qui pèse sur la Côte d'Ivoire depuis plus de 35 ans. Ce que je viens de raconter, le président Laurent Gbagbo a vécu ça 10 000 fois plus que moi. Le président Bédié qui est dans la tombe, qui se prépare à aller dans la tombe, a vécu ça 10 000 fois de plus que moi. Il lui a envoyé des hommes armés dans sa chambre à coucher. Voilà quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Il n'y a pas homme ou femme politique ivoirien de premier choix qui n'ait pas été humilié, traumatisé dans sa vie privée par un seul individu, qui tient à ce que tout le pays soit tenu par la peur. Profondément mauvais. Profondément mauvais. Et vraiment, c'est un témoignage parce que, imaginez, un père de famille se déplace pour rencontrer ses camarades, on le kidnappe, on l'amène en Côte d'Ivoire. C'était pas prévu, ça. Bon. Maintenant, chers camarades, après ce témoignage que je voulais apporter, venons-en au sujet, la vision de Génération et Peuple Solidaire pour le salut de la Côte d'Ivoire en 2025. Je vais traiter le sujet en 3 petits points pour permettre un échange avec la salle, parce que nos frères et sœurs qui sont venus ont autant que moi, voire parfois même plus, des choses à dire. Mais il y a des mots de la conférence, la vision de GPS, le salut de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est que la vision? Je pense qu'il faut distinguer dans la langue française 2 verbes. Le verbe regarder et le verbe voir. On peut regarder sans voir. Quand nous regardons, c'est parce que nous cherchons un objet utile. Par exemple, si je cherche, je ne sais pas, un verre d'eau pour boire de l'eau, je regarde. Regarder, c'est viser un objet. Chercher quelque chose de précis. Donc le regard est déterminé par le besoin. Il est déterminé par l'utilité. Donc le regard est déterminé. Le regard est déterminé par l'utilité. Il est déterminé par le besoin. Donc le regard nous rend aveugles à autre chose. Si c'est l'eau que je cherche, je n'ai pas vu les fleurs. Je n'ai pas vu ma soeur qui est à ma gauche. Je n'ai pas vu mon frère qui est debout. Parce que je cherche de l'eau. Donc le regard, en fait, nous rend aveugles. Mais qu'est-ce que c'est que la vision? La vision, c'est le fait de s'intéresser à ce qui d'habitude ne nous intéresse pas. Donc dépasser le regard pour sonder l'horizon. Pour sonder
eh bien, les tréfonds arrière, pour sonder en profondeur, voir, c'est approfondir, élargir le regard. C'est ouvrir le compas de l'esprit, autant que possible, afin d'intégrer le maximum de faits et d'avoir un jugement équilibré. Donc, la vision suppose qu'on dépasse le regard. Ce qui veut dire que GPS, pour arriver à une vision, doit sortir du regard de GPS. Pour voir la Côte d'Ivoire et en y intégrant les différentes sortes de regards possibles, puisque la Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'à GPS. Donc pour avoir une vision, il faut élaborer une idée qui permette de rassembler des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Il faut se dépasser. Pour avoir une vision, il faut être capable de s'amender, c'est-à-dire de renoncer à la partie de sa pensée qui nous empêche d'atteindre l'objectif commun, l'objectif de la vision. Voir, c'est élargir le regard en intégrant autant que possible la pluralité des points de vue. Et à ce moment-là, on peut avoir donc quelque chose qui s'appelle une vision. On peut avoir quelque chose qui s'appelle une vision. Maintenant, il y a un autre mot que j'utilise dans le titre de cette conférence, c'est le salut de la Côte d'Ivoire. Alors, ce mot peut avoir un petit accent religieux, puisqu'on parle souvent du salut, le salut de l'âme. Chacun d'entre nous aimerait quand même éventuellement, après sa mort, accéder à une vie meilleure que celle-ci. Même si nous avons eu des bonheurs dans cette vie, il y a quelque chose en nous qui dit que peut-être qu'on pourrait avoir une vie meilleure si le maître de vie le souhaite. Si le maître de vie veut le faire. Si le maître de vie veut le faire. Alors, donc, le salut, qu'est-ce que ça veut dire dans le terrain politique? C'est de trouver une solution pour que ceux qui avaient du mal à vivre ensemble sans se réduire les uns aux autres. Une société est faite d'individus, de groupes, de partis qui n'ont pas forcément les mêmes opinions. Donc on ne peut pas sauver une société en sauvant seulement une partie de cette société. Pour sauver une société, il faut trouver une formule qui permette à tout le monde de vivre en bonne intelligence sans que les uns se réduisent aux autres. Donc le salut de la Côte d'Ivoire, à mon avis, c'est de trouver une formule pour permettre aux Ivoiriens de vivre ensemble sans se réduire les uns aux autres et sans être obligés de se détruire les uns les autres. Donc, en fait, pour aller vers le salut, il faut écouter la diversité des points de vue et construire un point de vue qui rassemble. Donc, pour moi, les mots vision supposent un dépassement du point de vue du parti, du point de vue du clan, du point de vue de l'ethnie, du point de vue de la région, du point de vue de la religion, du point de vue de la classe socio-économique, pour essayer d'imaginer un ensemble dans lequel chacun puisse trouver relativement ou suffisamment son compte. Alors que le salut, c'est l'action par laquelle je fais tout pour que le pays vive, y compris dans le pays, ceux qui n'ont pas les mêmes opinions que moi. On ne peut pas sauver un pays en ne sauvant qu'un clan. Or, qu'est-ce que nous allons avoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est une situation dans laquelle le salut est réservé à un clan. Président de la République, M. Ouattara. Ministre des Affaires présidentielles, M. Ouattara. Ministre de la Défense, M. Ouattara. Secrétaire général de la présidente de la République, la nièce de M. Ouattara. Et on peut continuer la description de tous les beaux-frères, de tous les cousins, de toutes les nièces qui occupent toutes les positions stratégiques de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, en fait, on a affaire à un régime qui a décidé d'organiser un salut clanique. Le salut d'une oligarchie coupée de la nation, coupée du peuple. Et c'est cela le problème que nous avons à résoudre. Imaginez un salut de la nation ivoirienne qui soit le salut du peuple dans sa diversité et non pas le salut d'une oligarchie comme celle que nous avons face à nous. Alors, très bien. Maintenant, je peux affronter la deuxième question de ce mot introductif, à savoir, quelle est la deuxième question de ce mot introductif? Pourrait donc être, la question est la suivante, donc, quelle est la situation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Parce que si on veut parler d'une vision de notre mouvement, il faut déjà qu'on s'entende sur la situation du pays. Alors, je ne vais pas donner une conférence entière sur la situation du pays, il faudrait même un livre. Je prendrai la question à partir des 4 cadrans, l'économie, la société, la culture, la politique. Et on pourra aller à la géopolitique et à la géostratégie. 1. L'économie. Il y a un mot qu'on doit retenir sur la situation économique de la Côte d'Ivoire, c'est le surendettement exponentiel du pays.
Quand M. Ouattara arrive aux affaires en 2010, la Côte d'Ivoire a une dette publique d'environ 1000 milliards de CFA. Actuellement, il est en train de la conduire à 6 000 milliards de CFA. C'est-à-dire que la dette publique de la Côte d'Ivoire est en train d'approcher les 60% de son produit intérieur brut. C'est-à-dire que bientôt infiniment plus de la moitié de l'argent qu'on produit chaque année en Côte d'Ivoire va être consacré à rembourser les crédits du FMI et de la Banque mondiale. J'ai, il y a 3 semaines, eu accès à un document dans lequel il demandait encore pratiquement 2 milliards de dollars. M. Ouattara est un homme de bientôt 90 ans. Ce n'est pas sa génération qui va rembourser cet argent. Et on sait que les crédits du FMI et de la Banque mondiale sont accompagnés de conditionnalités telles qu'il faut constamment des crédits pour les rembourser. Donc, la situation économique, c'est que, alors qu'en apparence, à travers les grands chantiers que tout le monde voit, à travers cette façade, cette vitrine abidjanaise qui a souvent trompé ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire profonde, on peut dire que le pays se transforme matériellement. Ce qu'on ne voit pas, c'est que structurellement, le pays est en train de se couper les bras. Il est en train de se priver de la capacité d'investir demain. Et il est en train d'aller vers une faillite financière. Et il a un jumeau, c'est la France. La France est passée à une situation de surendettement exactement comparable. La politique financière que M. Macron mène en France est une photocopie de celle de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. Ils achètent en permanence de l'argent avec du crédit sur les marchés financiers. Et quand l'argent manque, ils achètent de l'argent pour rembourser l'argent et pour affronter les dépenses. Donc on est dans un État ivoirien qui, en apparence du moins, semble reluisant en raison d'un certain nombre de chantiers symboliques qu'il a accomplis, mais qui en réalité est un géant au pied d'argile. Et il faut regarder la note de la Côte d'Ivoire auprès des organismes indépendants du régime ivoirien, la note devant les officines bancaires. Je prends toujours sur ce terrain économique la situation des classes populaires, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les paysans, la situation des ouvriers et notamment des plus petits salaires, qui est paralysée par le fait que les principales centrales syndicales sont entrées dans une espèce de relation d'amitié avec le pouvoir et n'organisent plus les revendications corporatrices. On peut penser qu'en Côte d'Ivoire, toutes les classes sociales sont apaisées parce que les gens gagnent suffisamment d'argent. Or, en réalité, c'est parce que les syndicats se sont effondrés et que les principales centrales syndicales sont à la soupe du restaurant. C'est pour cela que les revendications des ouvriers, des paysans, les revendications des jeunes, les revendications des femmes, les revendications des fonctionnaires ne remontent plus en première ligne. Elles ne remontent plus en première ligne, ces revendications. Je reste dans le terrain économique. Et il y a un terrain très intéressant, c'est celui du crédit. Mais les Ivoiriennes et les Ivoiriens ici présents témoigneront qu'ils passent l'essentiel de leur vie sans jamais avoir reçu un crédit d'une banque ivoirienne. Comment peut-il y avoir autant de banques en Côte d'Ivoire et autant d'argent dont M. Ouattara dit qu'il travaille sans que les Ivoiriens ne reçoivent de crédit pour faire des affaires? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il ait décidé que 80 à 83% des marchés publics en Côte d'Ivoire doivent être attribués à des multinationales et que seulement moins de 20% des marchés publics seront attribués à des entreprises ivoiriennes? Ceci explique pourquoi la plupart des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui sont là n'ont jamais reçu un crédit pour faire des affaires. Donc on est dans une économie qui finance en réalité les multinationales étrangères, qui enrichit les multinationales étrangères. Et quand on dit que le PIB ivoirien est entre 3 000 $ et 4 000 $ par habitant, n'oubliez pas que pratiquement 80% des profits en Côte d'Ivoire, eh bien ces profits-là sont en faveur des multinationales étrangères. Donc le PIB n'est pas un critère pour connaître l'état réel de la richesse du pays. Je prends l'état de la société. La société ivoirienne est une société... D'accord, tout à fait. La société ivoirienne est une société qui est prisonnière d'un sentiment dominant. C'est la peur. M. Alassane Ouattara, à l'occasion de toutes les crises politiques, a commencé par celle de 1991, qu'il a créée avec la carte de séjour. Parce que c'est lui qui a créé la crise de l'ivoirité. Rétrospectivement, nous sommes trompés. Quand nous avons pensé que la crise de l'ivoirité était née au milieu ou à la fin des années 90, lorsque l'État commençait à ivoiriser systématiquement les cadres de l'administration. Non, la crise de l'ivoirité n'est pas née là. Elle est née quand
parce que la carte de séjour a été mise en place en 1991, des Ivoiriens ont commencé à être confondus avec des étrangers lors des contrôles de police. Et celui qui a organisé cela, l'histoire nous impose de rappeler que c'est M. Ouattara. Il a créé une tension dans la société ivoirienne, un conflit entre les Ivoiriens du Nord et ceux des autres régions, parce qu'il était à la recherche d'un bétail électoral pour s'installer et faire carrière politiquement en Côte d'Ivoire. À partir de ce moment, il a piégé successivement le président Bédié et le président Gbagbo avec ce thème de l'ivoirité, au point qu'à la fin, on ait pensé que ce sont eux qui avaient inventé ça. Alors que c'est lui qui, instrumentalement, pour diviser, eh bien, a créé cette tension dans la société ivoirienne pour se constituer un bétail électoral. Donc, la peur. C'est la peur qui justifie le succès du coup d'État de 1999. C'est la peur. C'est une société qui déjà avait été fortement agressée et où on avait peur du sang. On avait peur de voir couler du sang. Et voilà comment un régime qui était installé a été renversé. C'est la peur qui, par la suite, va oppresser les gouvernements successifs. Que ce soit le gouvernement du coup d'État, que ce soit le régime du président Laurent Gbagbo, tous les régimes en Côte d'Ivoire auront vécu dans la peur d'être renversés. Et cette peur d'être renversé, qui a été installée en Côte d'Ivoire par la stratégie politique de M. Ouattara, elle est le sentiment avec lequel il gouverne le pays. La peur d'aller en prison. Il a même décidé de donner à la principale prison de Côte d'Ivoire un nom qui connote le nom d'un parti politique de l'opposition. Vous voyez les opérations psychologiques par lesquelles il installe la peur. Le président Gbagbo crée le PPACI. Alassane Ouattara change le nom de la MACA. Le nom de la MACA devient PPACI. Histoire de dire, quand tu vas dans cette partie, tu vas en prison. Génération et Peuple Solidaire émerge en rompant avec le RDR, en rompant avec le RHDP. M. Ouattara dit sous Génération et Peuple Solidaire et veut imposer à tout militant de Génération et Peuple Solidaire deux choix, ou plutôt trois: le cimetière, la prison ou l'exil. C'est la même méthode qui est appliquée avec le PDCI-RDA. Vous avez vu ce qui s'est passé quand le PDCI-RDA a voulu appeler à une marche de la paix, avec à ses côtés l'Église catholique. Mais qu'est-ce qui a été utilisé pour empêcher la marche de la paix? Il a été dit qu'on sortirait des nervis qui allaient frapper, blesser, tuer des chrétiens tenant des rameaux, des mouchoirs blancs dans les rues de Côte d'Ivoire. Et voilà comment la marche de la paix n'a pas eu lieu. Et en Côte d'Ivoire, nous avons vu une marche de la paix interdite par la peur d'être tué pour avoir marché pour la paix. Nous sommes rassemblés aujourd'hui à Londres. Nous nous posons la question: quelle vision va nous permettre d'émerger de cette situation de peur? Quelle vision va nous permettre de sauver le peuple ivoirien qui aujourd'hui vit avec la peur au ventre? Les factures d'électricité, les factures d'eau explosent. Le prix des denrées de première nécessité explose. Mais pourquoi la société ivoirienne ne se coalise-t-elle pas pour revendiquer? Elle a peur. Chacun a peur de la violence qui s'abattra sur le premier secteur de la société qui va exprimer une volonté de changement. Donc nous sommes en Côte d'Ivoire une société de la peur. Je passe au cadran culturel. Thank you. Ah, tu es sufficient. Thank you, my dear. Le temps, la question culturelle. Il y a eu une tentative de créer une synthèse de la culture ivoirienne. Les travaux du grand sociologue ivoirien Nyangoran Porquet avaient commencé à synthétiser les civilisations de la savane, les civilisations des montagnes, les civilisations de la forêt et les civilisations des lagunes, pour créer une synthèse ivoirienne. C'était un travail scientifique extrêmement intéressant. Mais à cause des manipulations de la religion, des manipulations de la région, des manipulations de l'ethnie, aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus le courage scientifique d'entreprendre de construire leur culture nationale. Parce que le premier qui va vouloir construire une culture nationale craint d'être accusé de vouloir exclure les autres. Donc en fait, la science ivoirienne tout entière est paralysée par l'interdiction de créer des concepts. Si tu crées un concept de nature à essayer de résoudre un problème pratique que la société a, on te soupçonne de vouloir renverser le pouvoir. Donc du coup, la culture est littéralement bloquée parce qu'elle est interdite de créer des solutions pour la société.
Je viens à la question maintenant géopolitique et géostratégique pour finir cette présentation. Mais la Côte d'Ivoire est, du point de vue de son image internationale, détruite. C'est le pays qui a refusé d'exécuter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui lui enjoignaient d'inscrire dans les listes électorales les présidents Gbagbo et Guillaume Soro en 2020 et de les laisser participer à l'élection. M. Ouattara a fait de l'État de Côte d'Ivoire un État ajuridique, un État illégal. Le protocole qui liait la Côte d'Ivoire à la Cour africaine des droits de l'homme était encore valable. Quand M. Ouattara a dit les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme sont nulles et de nul effet pour la Côte d'Ivoire. À partir de là, il a fait de la Côte d'Ivoire un État de non-droit, un État détaché du droit international tel qu'il est conçu dans son armature africaine. Mais, attention, comment s'est-il positionné dans les questions qui obnubilent les Africains? La question du CFA. Le président Ouattara s'est fait le champion de la destruction, de la construction d'une monnaie unique et indépendante africaine, l'ECO. Quand la CEDEAO se préparait à mettre en place cette monnaie, c'est lui qui a mené l'offensive, appuyée par le néocolonialisme français, pour empêcher les Ouest-Africains d'avoir une monnaie flexible et qui leur aurait permis de mieux se développer que la monnaie qui bloque 15 pays africains depuis plus de 60 ans, le franc CFA. Quel est le chef d'État de la sous-région ouest-africaine qui a pris la tête des vats en guerre, qui était déterminé à détruire le Mali pour imposer la volonté du néocolonialisme français? Quel est le chef d'État qui a annoncé la composition des troupes qui allaient militairement attaquer le Niger? Quel est le chef d'État qui a même donné la quantité de nourriture qu'ils allaient manger pendant 3 mois en tuant des Nigériens? Quel est le chef d'État qui a introduit au Mali 49 mercenaires avec des faux passeports? Donc nous avons en réalité à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un qui est le plus grand facteur de déstabilisation de la sous-région. Et du coup, je viens à la conclusion de mon propos. Comment nous faisons pour nous en sortir? À mon avis, la première chose que nous devons faire pour nous en sortir, c'est continuer ce que nous sommes en train de faire, l'éducation citoyenne, nous parler, discuter, mettre en commun nos idées. Nous devons faire circuler les idées dans la Côte d'Ivoire, dans la diaspora ivoirienne, dans les diasporas africaines. Il faut que la vie des idées reprenne le pouvoir sur la peur. Pour moi, la deuxième chose que nous avons à faire, et cette assemblée en est la preuve, j'entends les gens, que ce soit nous, GPS, ou le PPACI, ou le PDCI, tout le monde parle de candidature. Mais soyons sérieux, est-ce qu'on peut parler de candidature à une élection si l'élection est a priori confisquée par celui qui détient l'armée, qui détient la commission électorale dans ses décisions ultimes, qui détient le Conseil constitutionnel, celui qui détient les manettes financières du pays? Est-ce qu'on peut gagner une élection contre quelqu'un qui détient tout ça? Impossible, contre l'arbitre. Donc en fait, nous avons un problème. C'est que nous semblons, mais chacun a le droit de faire comme il veut, mettre la charrue avant les bœufs. Le PPACI a le droit d'avoir son candidat, le président Laurent Gbagbo a le droit d'être candidat. GPS a le droit d'avoir son candidat, le président Guillaume Soro a le droit d'être candidat. Le PDCRDA a le droit d'avoir son candidat, le président du PDCRDA, Tidiane Tchang, a le droit d'être candidat. Mais ce n'est pas cela qui va apporter le changement à la Côte d'Ivoire. Il faut que tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire soit dirigée par ceux que les Ivoiriens ont choisis s'unissent d'abord pour arracher les règles du jeu à l'individu qui confisque le pouvoir par tous les moyens possibles. Donc il est nécessaire de créer, et c'est la responsabilité du président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui le doyen de l'opposition ivoirienne, c'est la responsabilité des présidents de tous les partis politiques de l'opposition réelle, c'est leur responsabilité de se mettre ensemble pour donner au peuple de Côte d'Ivoire un cadre de lutte afin de redéfinir les règles de la compétition politique. Parce que si les règles de la compétition politique ne sont pas définies, Alassane Dramane Ouattara se proclame élu en 2025 comme il a fait en 2020. Alors, si nous voulons construire cela, ben, il nous faut nous entendre sur une chose. D'abord, nous, GPS, et nos camarades de la gauche du PPACI, on a le même problème. À la base, on a un même problème. Bon, le président Gbagbo, lui, il a bénéficié au moins d'une grâce. Le président Guillaume Soro, il n'a ni grâce, ni amnistie. Mais même avec une grâce, tu ne peux pas être candidat. Car la grâce n'efface pas
dans ton CV, dans ton extrait de casier judiciaire, elle n'efface pas les peines qui t'excluent de l'éligibilité et de l'inscription dans la liste électorale. Donc en fait, le PPACI au minimum et GPS ont un problème commun. C'est qu'ils doivent, avant même que leur leader soit candidat, se battre pour que ceux-ci soient inscrits dans les listes électorales. Et il nous faut amener toutes les familles de la résistance, de l'opposition ivoirienne à comprendre que ce combat-là doit se faire avec désintéressement. Parce que quel que soit celui qui va être le président en 2025, ce qui est important pour le peuple ivoirien, en tant que peuple, c'est que ce soit le peuple qui l'a choisi. Et non pas la force qui l'a imposée. Je reprends ça. Quel que soit celui qui est élu président, nous, GPS, nous travaillons pour que ce soit notre candidat. Le PPACI travaille pour que ce soit son candidat. Le PDCI travaille pour que ce soit son candidat. Mais le peuple de Côte d'Ivoire ne gagnera que si celui qui gagne l'élection a été choisi par le peuple de Côte d'Ivoire et non pas par la tricherie, la force, la violence, la ruse, le mensonge. Donc en fait, une réunion comme celle-ci doit nous amener à prendre conscience du fait que nous devons tirer les leçons de nos erreurs individuelles et réciproques du passé, offrir au peuple de Côte d'Ivoire une nouvelle plateforme de résistance et engager la lutte pour que les conditions de la compétition politique soient redéfinies. Les principaux responsables de nos partis doivent être dans les listes électorales. On ne l'obtiendra pas par la pitié de M. Ouattara. C'est un sentiment qui lui est inconnu. On l'obtiendra parce qu'il y aura un rapport de force politique dans le pays qui ne sera plus en sa faveur. Et il y a une loi qui dit que face à un pouvoir violent, la seule solution, ce n'est pas, comme on le croit souvent, une violence, une contre-violence, mais c'est la submersion des forces violentes. La submersion. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est une population, au total, pratiquement qui frôle maintenant les 30 millions d'habitants sur le territoire. Si l'opposition peut tenir un langage cohérent, convergent, fidèle, clair, le peuple de Côte d'Ivoire peut se lever. Si le peuple de Côte d'Ivoire est aujourd'hui capturé par la peur, c'est parce que son opposition ne parle pas un langage cohérent, un langage clair, un langage convergent. Et nous sommes ici rassemblés pour prendre l'habitude de trouver cette plateforme minimale de lutte, grâce à laquelle celui qui va gouverner la Côte d'Ivoire en 2025 sera dans tous les cas celui que le peuple ivoirien aura choisi. Nous, la génération Peuple Solidaire, nous travaillons pour que ce soit notre candidat, mais nous nous engageons à respecter la volonté du seul souverain. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. C'est lui qui doit choisir. Tant que ce n'est pas lui qui choisit, ça veut dire que la Côte d'Ivoire va rester prisonnière de la peur, de la guerre, de la division, et qu'elle ne connaîtra jamais l'aurore qu'elle mérite. En venant ici à Londres, c'est ce message que je voulais apporter aux frères et sœurs ici rassemblés et dire que cela va demander que chacun d'entre nous fasse l'effort de rejoindre le minimum commun pour que le peuple de Côte d'Ivoire nous fasse confiance. Je vous remercie. Alors, restons debout s'il vous plaît. Restons debout. Nous voulons, avant d'entrer dans la suite des échanges de cette conférence, nous voulons consacrer, avec votre permission, 1 minute de silence à la mémoire de notre doyen bien-aimé, de notre patriarche, du sage de Daoukro, l'ancien président de la République, président du PDCI-RDA, son Excellence, Monsieur le Docteur Aimé Henri Konan Bédié. C'est un homme qui a marqué le siècle ivoirien par sa profondeur, par sa finesse intellectuelle, par sa patience, mais aussi par sa résilience dans les épreuves. Et Dieu a voulu que sa mission terrestre soit achevée, mais au moment où il partait, où il nous quittait, il était devenu le ciment de la résistance ivoirienne. Et comme l'âme ne meurt pas, et comme seulement meurt le corps,
unissons-nous dans cette minute de silence pour implorer le Tout-Puissant et les mannes ancestraux afin que notre bon président, notre bon père, le président Bédié, continue à vivre et à nous inspirer. La minute de silence commence. Nous vous remercions.